La LICRA, c'est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Mais je crois que ces enfants ont déjà rencontré des bénévoles de la LICRA. Hein, vous connaissez Madeleine? Oui. Cet après-midi, il faut donc bien écouter les histoires que Jodoïs va vous raconter. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Dans ce village, il y a des gens de toutes les couleurs. Et il y a plein d'histoires à raconter. Si on descend un petit peu, on arrive sur la grande place, la place du marché. Jean, il se réveille. À l'intérieur, il entend les pas de la vieille. Et les moutons dansent avec lui. Jean. Ok. Un pommier magnifique, couvert de pommes, de feuilles comme ça. Elle s'avance, la petite hirondelle, et elle demande: Monsieur le pommier, excusez-moi, est-ce que s'il vous plaît, je pourrais m'abriter dans vos branches pour l'hiver? Toi, une petite hirondelle avec tes pattes toutes sales sur mes branches magnifiques, mais hors de question, va-t'en chauffer. Elle s'envole, la petite hirondelle, elle part encore plus loin, et elle s'enfonce de plus en plus profondément dans la forêt. Elle trouve un châtaignier. Excusez-moi, s'il vous plaît, monsieur le châtaignier, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais m'abriter dans vos branches pour l'hiver? Quoi, hors de question. Je sais très bien ce que tu veux, la petite hirondelle. Tu vas me voler mes châtaignes, c'est ça? Va-t'en. La petite hirondelle, elle volette vers le sapin. Et elle lui demande, désespérée: Excusez-moi, monsieur le sapin, est-ce que, s'il vous plaît, je pourrais m'abriter dans vos branches pour l'hiver? Quelques heures, quelques minutes, quelques secondes, vraiment, là, j'en peux plus, là. Pas de problème, petite hirondelle. Viens, je vais te protéger, tu peux rester tout l'hiver, aucun souci. Mais ce soir-là, il y a le grand vent du nord qui arrive dans la forêt. Il fonce jusqu'au pommier, il tourne, il siffle, il vente et chou, il lui arrache toutes ses feuilles et toutes ses pommes. Et tous les arbres qui ont refusé d'accueillir la petite hirondelle sont dépouillés de leurs feuilles. Seul le sapin, et après lui, tous ses enfants et toute sa famille ont été épargnés. Pour construire mon histoire, en fait, j'écris des images. J'écris pas des mots. Les images sont tout le temps les mêmes, mais les mots sont toujours différents. Un conte, souvent, c'est ce qu'on va appeler une métaphore. C'est-à-dire c'est une histoire, mais qui, en vrai, dit d'autres choses. On peut interpréter cette histoire de plein de manières différentes. Et ça vaut pour tous les contes, généralement. En traitant parfois du racisme, parfois aussi de manière plus générale, de l'acceptation de l'autre. Vous les avez toutes citées, sauf une. Et là, à mon avis, c'est la plus belle. L'histoire de l'hirondelle. L'hirondelle. Vous qui avez écouté l'histoire, pourquoi est-ce que les arbres refusent d'accueillir la petite hirondelle? Parce que le châtaignier n'a pas envie qu'on lui vole ses châtaignes, c'est vrai. Mais après, elle n'a pas essayé, tu vois. Au final, il l'a juste jugé comme ça, complètement parano, ce châtaignier. Le premier, il a dit qu'elle était noire, du coup, c'était pour ça. Ouais, peut-être une question de couleur. Ce qu'il y a de bien dans cette histoire, c'est que c'est une histoire. Du coup, à la fin, il y a une justice. Dans la vie, c'est pas toujours comme ça. Heureusement, il y a la LICRA. Mais il n'y a pas juste Pourquoi avez-vous travaillé pour cette séance? Le 6 avril, à Isieux, l'arrestation par les Allemands sont venus emporter les enfants et éducateurs juifs en camion. C'était très violent, les enfants pleuraient. Voilà. Est-ce qu'on avait vu ensemble que, en réalité, il n'y avait pas eu 44 enfants arrêtés à Isieux, mais 45? Non, c'est 45. Qui n'étaient pas juifs, qui s'appelait Michel-René Boucher. Il vient du village qui est juste à côté, qui s'appelle Brégnier-Corbin. Claude Barbie, né le 25 octobre 1913 et mort le 25 septembre 1991. Et ben en fait, on a essayé de trouver... il a pu rester combien de temps en prison? Voilà, du coup, ils ont été un petit peu choqués par le peu d'années qu'il a passé en prison par rapport à toutes les horreurs qu'il avait faites. Il faut savoir que la peine de prison à vie, on appelle la perpétuité, c'est la peine la plus sévère qui existe. Moi, j'aurais plutôt aimé qu'il reste au moins une vingtaine d'années en prison. Au moins une vingtaine. Mais pas 4 ans. On est d'accord, il a eu la peine la plus longue possible. Moi, j'aurais voulu qu'il soit retrouvé beaucoup plus tôt. Je veux pas qu'il aille en prison, je veux qu'il ait une peine de mort. Qu'on le tue? Ouais. Elle n'existe plus cette loi. Elle n'existe plus depuis 1981, c'est-à-dire 6 ans avant sa condamnation. La France, c'est un état de droit. On a des lois, et ces lois, normalement, sont bien les mêmes pour tout le monde. Donc,
si une personne, quelle qu'elle soit, est accusée d'un crime, elle doit être jugée comme n'importe quelle autre personne. On ne peut pas s'abaisser au niveau des bourreaux. Moi j'ai tout aimé, mais j'ai surtout aimé quand on a parlé de la classe à Isieux. Et aussi j'ai bien aimé les petites vidéos. Et quand on regardait les documents en petits groupes et tout, bah, ça aussi c'était bien. Et les appels vidéo aussi. Ah, et les appels vidéo aussi. Très bien. Ça c'est pour Alexandre. Moi, ce que j'ai aimé, c'est effectivement cet investissement que vous avez eu. D'abord, vous avez posé plein de questions. Et c'était très agréable. Surtout, j'ai trouvé que vous arriviez à faire des, même si je les voyais que de loin, des grands panneaux de restitution qui avaient l'air super détaillés et vraiment intéressants. Merci Alexandre. À l'année prochaine, j'espère. Au revoir. Bonne vacances. Bye bye. Allez. On va passer tout le spectacle avec les costumes. Ok, d'accord? Bah oui, ma chérie, mais regarde. Comment ça s'écrit? Une fois que vous avez... Allô? Il était une fois un grand champ de pissenlit. Les abeilles arrivent. Quand tu entends, mais un beau jour, tu sais que c'est à toi de rentrer. Je n'avais pas fait ça. On ne t'aime pas. Tu es une tulipe. Pollue notre de miel de pissenlit de notre pays. Elle est le mouton noir parmi le blanc troupeau. Le vilain petit canard, la seule ombre au tableau. Après. Recule. Le temps passe. On pourrait partager nos amis, nos différences, nos problèmes. Stop. Après, vous ne bougez plus. Vous restez. Hop. Bougez plus. Quelques années plus tard. En place. Au final. Depuis, les fleurs oranges se mélangent aux fleurs jaunes et rouges. Elles jouent et plaisantent ensemble. Et elles ne trouvent rien de bizarre à cela. Et voilà la fleur bleue. Le grand troupeau, tulipe et coquelicot, partage toujours le soleil et la pluie. Ce sont les œufs fragiles qui se sont mélangés. Ce sont les êtres fragiles qu'il nous faut protéger. On a encore du temps. Il faut répéter. Vous vous souvenez du nom de la directrice de la maison d'Isieux? Cette maison d'Isieux, ça s'est terminé comment? Donc Marianne, elle est la fille de Germaine Chénaud, qui a réussi à sauver parce qu'elle les a cachés. Ils n'étaient pas sous leur nom. Voilà. Et donc c'est plutôt une histoire qui finit bien. Eux, ils sont restés vivants. Mes parents avaient créé une maison d'enfants de façon à pouvoir recevoir des enfants en mauvaise santé. La guerre est arrivée en 1939. Moi, je venais de naître. Mon père venait de mourir. Donc ma mère s'est retrouvée seule à la tête de cette maison d'enfants. Un jour, on est venu leur demander si elle accepterait de recevoir des enfants parce que les pères étaient déjà partis en camp de la mort et les mères allaient partir avec eux. Il y en a 14 qui sont arrivés à Péra. Donc il y avait des Polonais, il y avait des Autrichiens, il y avait des Belges, il y avait des Allemands. Elle a organisé l'école pour tous les enfants. Ce qui comptait pour elle, c'était de sauver des enfants. Les enfants, quelle que soit leur origine, leur religion, c'est des enfants. Il y avait plein de moments angoissants, plein de moments où ils étaient exposés à des dangers, mais ce château et l'accueil fait par Germaine, donc la maman de Marianne, dans ce château à Périn tout près, leur permettaient quand même d'avoir une vie d'enfant
et de les préserver un peu, pour la plupart d'entre eux, de toute cette ambiance de guerre qui était dans notre pays à cette époque. Il y a un monsieur qui est arrivé tout essoufflé à vélo, qui a dit à maman, videz le château, les Allemands arrivent. Donc il y avait plein d'enfants cachés, mélangés aux autres. Et donc on est tous partis par petits groupes dans les bois. Et on est resté 8 jours dans les bois. Ils avaient renversé tous les tiroirs pour trouver on ne sait pas quoi. Et il y avait une chose sur le dessus, c'était le cahier des entrées, le livre des entrées, dans lequel il y avait le nom de tous les enfants. On en avait vu ça, vous vous souvenez, avec la maison d'Isieux, des registres. Qu'est-ce qui aurait pu se passer si les Allemands étaient tombés sur ce cahier? J'aurais pu savoir qu'ils étaient ici. Après les moissons, on allait dans les champs, on avait l'autorisation des paysans pour aller dans les champs, pour ramasser les épis qui étaient tombés. Et tous ceux que j'ai revus après, tous ont dit on avait faim. Pour une journée, on avait droit à ça. Toutes ces nourritures-là, on les achetait avec des tickets. Le sucre, c'était pareil. Tu manges pas de sucre? Tu mets pas de sucre dans ton yaourt? Et ben voilà, ben tu vois, c'était ça, c'était toute une journée pour une personne. Vous en voulez? Ben allez-y. Hein. Surtout pour comprendre les rations, maman. Vous allez manger à la cantine. Ça, c'est un morceau de viande. Voilà les tickets de rationnement. Alors quand il n'y avait plus de lit, ben, maman elle appelait le menuisier du village. Il faisait un cadre en bois. On ouvrait un matelas qui existait déjà. Ma mère n'a jamais parlé de ce qu'elle avait fait pendant la guerre. Parce que pour elle c'était normal. Elle n'avait rien fait d'extraordinaire. Elle avait mis à l'abri de la tempête qui était la guerre, des enfants. Pour elle, c'était pas intéressant de parler. Elle allait à la gare de Valence, elle rencontrait quelqu'un qui lui donnait des tickets. Pour la maison d'Isieux, c'était pareil. C'était une association, ils disaient combien d'enfants ils avaient, et après ils donnaient des tickets pour des enfants. Les tickets venaient de la préfecture, Voilà. et à la préfecture, il y avait des résistants. Alors, il y a des légendes. J'en ai 44. Ça, c'est des photos de petites filles qui vivent par La maîtresse, vu qu'elle était Non, elle était très petite, elle est née en 39. Alors, ça veut dire qu'en 44, elle avait quel âge si elle est née en 39? Donc il faut trouver une petite fille de 5 ans sur les photos, il est marqué 44. Elle là, non? Oui, je suis là. Moi, je suis là aussi. Et là ça représente quoi ce que la personne a dans sa main? Alors la croix de Laurel, c'est un symbole choisi par le général de Gaulle pour représenter toute la résistance française. Un monsieur qui n'a pas mangé depuis longtemps? Ouais, un monsieur qui n'a pas mangé depuis longtemps, effectivement. Pour aller à l'école, on était obligé d'avoir un laissez-passer. Sinon, si on vous arrêtait, on pouvait vous demander mais tu vas faire quoi? Tu vas où? Si vous voulez acheter des légumes, il faut découper un petit papier. Tu as dit que que c'était dans le nord. C'est pour ça que Saline, qui est de la maison d'Isieux, elle est partie dans le sud. Voilà, exactement. C'est ce qu'on appelle l'exode. Donc les gens vont fuir en fait la zone occupée. Cette étoile, c'est l'étoile juive. C'est ce qu'on donnait aux juifs, qu'on obligeait à mettre aux juifs pendant cette période-là en France. Les années de guerre, il n'y avait plus de République française, il n'y avait plus d'égalité entre les gens, puisqu'on mettait à part les juifs par exemple. Il faut avoir ça en tête toujours, que c'est très fragile, la liberté et l'égalité. Vous pouvez les manipuler, il n'y a pas de problème. Venez. C'est un peu ça. Hein. C'est les autres. C'est le ça. Il n'y a pas de Allô? Il y a la victoire et il y a le cigare. Il y a la croix de Lorraine et il y a le V de victoire, tout à fait. C'est un ancien casque de pompier. Voilà. Donc ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Ils ont fait le best qu'ils pouvaient. Mais au quotidien, et quand il y a des combats, je mets la grosse protection par-dessus. Non, ça se casse tout seul. Il y a eu 40
quarantaine de planeurs qui sont arrivés, avec à leur bord des dizaines, des centaines de soldats allemands. Alors c'est qui l'ennemi là? C'était nous en fait. C'était les résistants, ouais, c'est ça. Les ennemis des soldats allemands qui arrivent, ce sont les résistants, mais aussi les habitants de Vassieux. Vous pouvez voir aussi tout en haut, il y a un bâtiment en béton là, au col de la Chaux. Et bien ça c'est le mémorial de la résistance. Donc ça vous en avez vu dans le musée ce matin. Et en fait à l'intérieur on a des armes, des munitions. C'est envoyé par les Anglais ou les Américains, donc les Alliés. On grave dans la pierre, on laisse une trace de tous ces gens qui ont sacrifié leur vie pour que nous aujourd'hui nous soyons libres et en vie. On s'est servi des tôles, des ailes des planeurs pour faire des abris pour les poules, les moutons, peut-être les cochons aussi qu'on avait. Parce que Tauros, effectivement, comme vous dit votre professeur, c'est vraiment une œuvre où la pensée, c'est le recueillement, où on pense aux autres, où on pense à son histoire. Donc, il s'est identifié à l'oiseau qui se pose quelque part. Donc, ses parents se sont posés pour eux en Syrie, puisqu'ils ont fui leur pays. Et à partir de ce moment-là, dans l'œuvre de Tauros, on retrouve tout au long de sa vie des oiseaux. Et la toute première fontaine qu'il a fait, c'est dans la ville où il est né, à Alep. Et on retrouve des oiseaux.